J'ajoute, je n'ai vu aucun élément de la garde présidentielle au stade. Il n'y avait que la garde parallèle. Joseph Makambo, Moussa Keboro Kamara, Begré et ses hommes. Et j'ai reconnu Toumba Diakité. C'est le capitaine Marcel Guilavogui qui le déclare. Donc, vous dire ici, Monsieur le Président, que le 28 septembre, j'étais à Kankan, non. Il était là. Il a participé au mouvement. Il a participé au massacre, Monsieur le Président. Sur la séquestration de plusieurs manifestants au camp. Suivant PV d'interrogatoire, sergent-chef Paul Mansa Guilavogui déclare ceci, c'est lui-même qui parle. Quand je suis venu au camp Makambo, j'ai trouvé des détenus et il m'a été rapporté que ce sont les gens qui avaient été arrêtés au stade. Là, il fait semblant qu'il n'était pas au stade, que c'est après le massacre qu'il est venu, alors qu'il était présent. Cette séquestration est confirmée par les sieurs Mamadou Samba Bari, Tcherno Mamadou Aliou Diallo et autres. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Sur sa participation aux séances de torture infligées aux manifestants séquestrés, suivant son propre PV, sergent Paul Mansa Guilavogui déclare devant le pool des juges d'instruction: il y a eu des tortures à ma présence. La personne qui le faisait, c'est Begré et ses hommes. Il fait partie des hommes de Begré. Il a fui son unité d'origine pour venir se joindre à Begré. Il était devenu un membre à part entière des éléments de Begré. C'est dans une grande salle, c'est lui qui raconte, hein, c'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens. Tout s'est passé à ma présence. Les victimes ont parlé du salon, à l'étage, au 3e étage, leur lieu d'entraînement. C'est ce salon-là qu'ils parlent, c'est cette grande salle-là qu'ils parlent. On faisait exposer des gens sous le soleil, c'est lui qui parle. Quand le chef donne des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Ça veut dire qu'il a exécuté les ordres. Lui-même, il a exécuté. Les tortures dont il s'agit consistaient à mettre les gens au soleil autour du mât. Nos clients l'ont raconté ici. On vous fait coucher et on vous dit de regarder le soleil. On frappait autour du mât, c'est lui qui parle, avec des matraques. Begré donnait ses ordres après s'être saoulé. Il n'y avait pas de temps précis pour les tortures. Il n'y avait pas de temps. Donc, à n'importe quel moment, on pouvait torturer les gens. Il pouvait même faire les tortures tard la nuit. Tard la nuit. Ça, c'est le système ancien qui a été incorporé dans l'armée. Moi-même, j'ai assisté des clients dans les bandes de 2 heures, 3 heures du matin, à l'ordre des fils. 2 heures, 3 heures du matin. J'amenais les clients dans ma voiture. Et après, j'ai plaidé pour les ramener à la maison, pour ne pas qu'ils soient mis en détention. Donc quand il dit lui-même que parfois des tortures se faisaient tard la nuit, je confirme. C'est vrai. Monsieur le Président, en plus de son aveu, des victimes se sont exprimées devant le pool des juges d'instruction et devant cette barre. C'est le cas, par exemple, de Mamadou Samba Bari et de Tcherno Mamadou Aliou Diallo. Mamadou Samba, né à Dongoltouma Pita, déclaré à l'audience du 9 octobre 2023 devant vous ici. Le 28 septembre 2009, j'ai appelé le numéro d'un frère du nom de Amadou Korkaba. Après ma sortie du stade,
C'est lui qui a répondu à déclarer qu'il est au camp Koundara. C'est ainsi que je me suis rendu au camp Koundara. Une fois à l'intérieur, on nous a bastonnés, versé de l'eau chaude. Ils nous ont fait monter au 3e étage où nous avons trouvé le colonel Aïdor Ba en détention. Ils nous donnaient 50 coups chaque jour. Le jour que le sergent Paul est ivre et fatigué, il nous demande de nous mettre en sardine. À la question de savoir, vous étiez combien? Il a dit que nous étions un nombre de 26. Se mettre en sardine, c'était quoi? Se superposer. Cela a duré combien de temps? 10 à 15 minutes. Imaginez-vous. C'est lui qui est en bas. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont au milieu, qui sont battus, qui ont faim, qui ont soif, on les superpose pendant 10 à 15 minutes. Mais c'est la mort dans l'âme. Pourquoi vous avez retenu spécialement le nom de sergent Paul et celui de Tanene? C'est parce qu'ils étaient plus proches de nous. C'est ça. Est-ce que c'est après les 50 coups qu'on vous versait de l'eau fraîche? Oui. On vous donnait à manger et à boire en combien de fois par jour? C'est le lieutenant Tanene qui nous donnait à manger et à boire. Tanene. Est-ce que vous aviez été entendu sur PV? Jamais. Personne n'a été entendu. Pourquoi on détient les gens? Si on reproche quelqu'un de quelque chose, pourquoi on ne l'entend pas sur PV? Et on rencontre. Monsieur Tcherno Mamadou Aliou déclare à l'audience du 11 octobre 2023, après m'avoir arrêté et embarqué dans une pick-up, on m'a amené au camp Koundara avec un groupe de manifestants au 3e étage. C'est leur salle d'entraînement. Le sergent Paul nous a insultés en nous traitant de rebelles avant de nous dire de se mettre en sardine. Celui qui est en haut est toujours copieusement chicoté. C'est pourquoi j'avais dit, dès qu'il dit « mettez-vous en sardine », il s'est précipité et il se cognait. Parce que chacun veut être en bas pour ne pas recevoir les coups de chicotte. Le mardi vers 14h, ça veut dire le 29 septembre, on nous a appelés pour prendre le café. Là, ce n'est pas le café, c'est le café de la police. Il s'agissait de se coucher sur le goudron chaud et de recevoir 50 coups avant de nous faire ramper. On nous a dit après d'aboyer comme les chiens, ce que nous avons fait. On nous a dit de magnifier Dadis, ce qui fut fait. Ensuite, on nous a dit de se coucher et de regarder le soleil, ce qui fut fait également. Mercredi, vers 12h, le sergent Tanene nous a demandé si nous avions mangé. Donc lundi, mardi, jusqu'au mercredi, vers 12h, il n'avait pas mangé, en train de subir les tortures. Bon, je pense qu'on va se limiter là aujourd'hui. Monsieur le Président. Ah oui, parce que vous ne terminez jamais, donc on va... Je suis à la dernière page. S'il vous plaît, il fait nuit. Je n'ai que 3 lignes, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je termine. Je n'ai que 3 lignes, s'il vous plaît. Allez-y alors. Voilà. On va voir. Le dimanche, j'ai été libéré avec l'intervention d'un policier, moyennant le paiement d'une rançon. Bref, au vu des déclarations concordantes des parties civiles, les différents témoignages et surtout l'aveu du sergent-chef Paul Mansa Guilavogui, son aveu, Monsieur le Président, ce dernier s'est rendu coupable des faits d'assassinat, meurtre, viol collectif, coups et blessures volontaires par arme à feu, torture, séquestration, traitement inhumain et dégradant au stade et au camp. Vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous comprendrez aisément que les bérets rouges de la garde présidentielle, dont le capitaine Marcel Guilavogui, le lieutenant Begré, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui, capitaine Joseph Makambo,
Georges Théodore Gono Sangaré, Sankaran, les gendarmes, les policiers, les recrues de Kalea et les miliciens habillés en maillot de Chelsea sont individuellement responsables des crimes contre l'humanité commis le 28 septembre 2009 au stade du même nom. Leurs chefs hiérarchiques, à savoir le capitaine Moussa Dadis Kamara, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, le colonel Jean-Claude Pivi, le colonel Ablaye Sherif Diaby, sont également responsables des crimes contre l'humanité pour avoir donné des ordres aux subordonnés ou pour s'être abstenus d'empêcher leurs subordonnés de commettre les crimes ou encore pour n'avoir sanctionné personne après le massacre. Vous les déclarerez tous coupables et convaincus des crimes contre l'humanité. L'État guinéen, Monsieur le Président, l'État guinéen avait la responsabilité de protéger ses citoyens contre les graves violations des droits de l'homme. Cependant, les forces de sécurité guinéennes ont démontré qu'elles sont spécialisées dans la répression à sang contre la population qu'elles devraient protéger. C'est pour cette raison que le gouvernement guinéen a l'obligation de procéder à la réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi par les victimes. Le tout en application des dispositions des articles 7 et 28 du statut de Rome, 4, 486 et 487 du Code de procédure pénale, 194, 195, 197, 198, 206, 208, 232, 203, 239 à 242, 510, 514 à 516, 373, 381, 382, 297, 298, 299, 848, 849, 268, 303, 283, 288, 19 et 20 du Code pénal guinéen. En le faisant, vous aurez rendu justice et sauvé le reste de l'humanité. Il me reste les intérêts civils seulement, Monsieur le Président. Les intérêts civils seulement. Demain, vous ferez ça. Merci, Monsieur le Président. Cette affaire est renvoyée au 15 mai 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée. Monsieur le Président, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Paul Mansah, c'est suivant mandat de dépôt en date du 13 mai 2015, que Paul Mansah a été envoyé devant le pôle de juge d'instruction. Mais il a été poursuivi dans un premier temps. Vous comprendrez la variation des infractions reprochées à Paul Mansah. Le vacillement des poursuivants dans la détermination des infractions clés ou cibles qu'il faut mettre sur la tête de Paul Mansah. Au départ, Monsieur le Président, il est poursuivi pour assassinat, meurtre, viol, pillage, vol, coups et blessures volontaires et complicité. Monsieur le Président, lors
de sa comparution, de sa première comparution devant le juge, on lui a notifié certains droits. Mais ce jour, Monsieur le Président, il a été entendu sans interprète, alors qu'ils avaient bel et bien constaté la difficulté de communication de Paul Mansah dans la langue de la procédure elle-même. C'est par la sagesse de votre tribunal, à la lecture du dossier, dès le premier jour de son audition devant votre tribunal, vous avez émis un interprète, bien que vous avez émis déjà un avocat commis d'office à l'effet de le défendre pour protéger son droit. Monsieur le Président, le juge d'instruction, ayant constaté l'identité de Paul Mansah, lui a fait connaître les faits qui lui sont imputés et l'a informé que c'est sûr que c'est au terme du réquisitoire de Monsieur le procureur général qu'il est inculpé des faits dont je viens de dire. C'est-à-dire de s'être rendu complice des infractions commises au stade du 28 septembre, de s'être abstenu volontairement, sans risque actuel pour lui et sérieux, ou pour les tiers, de porter assistance à une ou plusieurs personnes, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessés, Monsieur le Président. Telles étaient les préventions qui ont été retenues contre Paul Mansah. De ces préventions, Monsieur le Président, on a amené Paul Mansah à travers une ordonnance motivée. On l'a placé sur mandat de dépôt le 22 mai 2015. Mais avant la clôture de son audition, il lui a été suggéré, conformément au paragraphe 8 du chapitre préliminaire, comme je viens de dire, qu'il avait droit à prendre un avocat parmi ceux inscrits au barreau de Guinée. Mais Paul Mansah, ce jour, a répondu favorablement à cette demande. Il a dit qu'il veut un avocat. Mais on ne lui a pas dit qu'un avocat peut lui être commis ou il n'est pas lui-même obligé de rémunérer cet avocat. Quand on dit à quelqu'un qui a une situation précaire, ne serait-ce qu'un fantassin, qu'il faut prendre un avocat, automatiquement, il voit les honoraires. Malgré tout ça, Paul Mansah a sollicité un avocat pour le défendre. Mais cet espoir lui a été juste donné, peut-être pour se débarrasser de lui ce jour, Monsieur le Président. C'est pourquoi, Monsieur le Président, notre plaidoirie ne sera pas très long. Nous avons l'habitude d'être pragmatiques. Les analyses empiriques, c'est là-bas où nous nous trouvons, Monsieur le Président. Les considérations ou des notions de connaissance de droit pour émerveiller votre tribunal, Monsieur le Président, nous ne sommes pas dedans. Nous savons sur quoi nous sommes liés. Vous, vous dites le droit. Nous, on vous dit quel droit vous voulez dire. À vous d'accepter ou pas. Monsieur le Président, Paul Mansah a été entendu au mépris des principes du procès équitable. Or, ce principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, commence par ce qu'on appelle l'assistance d'un interprète. Monsieur le Président, ce droit de l'accusé à avoir un interprète est prévu à l'alinéa 4 de l'article 96 et alinéa 1 de l'article 105 de la 3e Convention de Genève. Ils le savent, ces défenseurs des droits de l'homme qui sont assis. Ce droit, Monsieur le Président, est prévu à l'article 3
à l'alinéa 3 de l'article 72 et l'alinéa 2 de l'article 123 de la 4e Convention de Genève, toujours de 1949. Il figure aussi à l'alinéa 1, paragraphe 1 de l'article 109 du statut de la Cour pénale de 1998. À l'alinéa F, paragraphe 4 de l'article 21 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de 1993. Dans l'alinéa F, paragraphe 4 de l'article 29 du statut du tribunal pénal pour le Rwanda de 1994. À l'alinéa F, paragraphe 4 de l'article 17 du tribunal spécial pour la Sierra Leone de 2002. Excusez-moi. Comprenez l'universalité de ce droit, Monsieur le Président. Un droit inaliénable qu'on ne peut en aucun cas outrepasser. Mais que faire quand on vous donne des matériaux défectueux et on vous demande de parfaire? C'est ce travail, Monsieur le Président, qu'on veut vous donner. Monsieur le Président, je vais revenir un peu en arrière. Dans une affaire, Belgassem-Écosse contre l'Allemagne, ou Kamenszewski contre l'Autriche, qu'est-ce que la Cour européenne a retenu? La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que ce droit comprenait l'obligation des autorités de faire traduire ou interpréter non seulement les déclarations orales, mais aussi les pièces utilisées comme éléments de preuve. Monsieur le Président, dès lors, pendant que Paul Mansay est allé devant votre tribunal, a-t-il eu l'occasion de connaître même les prétentions qui lui ont été prêtées? A-t-il eu l'occasion de voir des pièces qui accompagnent les charges qui pèsent contre lui? Non, Monsieur le Président. Et qu'est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme a retenu? La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que ce droit comprenait l'obligation des autorités non seulement à faire traduire et interpréter non seulement ces déclarations orales, mais impose aux États d'adapter les textes nationaux à ces normes. Monsieur le Président, le point A et F, paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits politiques est clair. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit d'être informée dans le plus bref délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation fondée contre elle. On va même renchérir en disant que le fait de se faire assister gratuitement d'un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, beaucoup de jurisprudence portée par ces mêmes ONG de défense des droits de l'homme, je vais parler ici au niveau du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, je vais parler de l'affaire Colossa contre l'Italie, ou l'affaire de Daniel Mbengue contre Zaïre. Là, le Comité des droits de l'homme a dit qu'il est d'avis que l'État parti est en droit de compte et que l'État parti devra prendre des mesures pour faire en sorte que ces violations ne se reproduisent pas à l'avenir. Pendant qu'on finit de travailler, un matériel, on vous donne, on vous dit de juger. Monsieur le Président, ce droit, c'est vrai, la charte africaine est un peu ambiguë dessus. La charte africaine, très peu explicite. Mais la Commission africaine des droits de l'homme a précisé qu'il faisait partie intégrante du droit à un procès équitable. C'est pourquoi ils ont adopté la résolution 3422 sur les procédures relatives au droit et recours à un procès équitable.